Bonjour tout le monde, ici Antoine Joubert. Le véhicule qui est à côté de moi, on l'attendait depuis un certain temps. On nous avait fait miroiter du côté de chez Toyota que ce véhicule allait être lancé cette année. Eh bien, c'est chose faite aujourd'hui. Le Highlander de nouvelle génération qui arrive avec une formule complètement distincte de celle qu'on proposait jusqu'à maintenant. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on propose du côté de chez Toyota le Highlander et le Grand Highlander, des véhicules qui se cannibalisent un peu au niveau des ventes. Le Highlander qui se perdait un peu à travers toute la gamme de VUS Toyota. Eh bien, le constructeur a pris la peine de différencier les deux davantage en proposant désormais un Highlander 100% électrique, alors que le Grand Highlander, de son côté, demeurera un modèle à essence avec évidemment cette possibilité d'avoir une motorisation hybride. Alors ici, on laisse la place à du 100% électrique. On élimine le moteur 4 cylindres turbo, on élimine la motorisation hybride et on arrive avec un véhicule qui partage plusieurs composants avec les autres véhicules électrifiés de Toyota qui ont été lancés cette année, c'est-à-dire le BZ de nouvelle génération, le BZ Woodland et le CHR qui fait son arrivée en ce moment également. Alors, évidemment que c'est un véhicule beaucoup plus imposant à 3 rangées de sièges, un véhicule qui peut être disponible en roue motrice avant ou en 4 roues motrices, qui peut accueillir jusqu'à 7 occupants selon la configuration, qui peut remorquer jusqu'à 3500 livres, ce qui est important dans un segment comme celui-là, viendra donc rivaliser avec des véhicules comme le Kia EV9, le Hyundai Ioniq 9, accessoirement le VinFast VF9, si la marque est toujours présente au pays au moment où vous écoutez cette vidéo. Alors, c'est un véhicule qui cible directement les deux VUS de taille intermédiaire coréens à 3 rangées de sièges et on vise en plein dans le mille parce qu'on a une gamme quand même assez étoffée avec 5 versions de disponibles au catalogue. Véhicule qui, évidemment, arrivera en fin d'année 2026 comme modèle 2027. 100% électrique, comme je le disais, avec 2 options de batterie. Et ça, c'est le facteur qui est intéressant. 77 kWh pour les versions XLE à roue motrice avant et XLE à 4 roues motrices. L'autonomie qui sera de 478 km pour le modèle à roue motrice avant, 431 pour le modèle à rouage intégral. Cette version avec la petite batterie pourra remorquer des charges jusqu'à 2600 livres. Et ensuite, on passe à la version XLE, mais avec grosse batterie, 95,8 kWh. Alors, pas besoin de vous dire que dans ce contexte-là, on vient rivaliser directement avec les Kia EV9, les Hyundai Ioniq 9 qui ont des batteries de taille équivalente. Et l'autonomie est comparable également puisqu'on est à 511 km dans le cas de la version XLE qui est chaussée de roues de 19 pouces. Ensuite, vous passez à la version Premium ou Limited avec jantes de 22 pouces. C'est un peu moins pratique chez nous, mais l'autonomie à ce moment-là s'en voit baisser à 473 km versus 511. Alors, j'ai l'impression que la version XLE à 4 roues motrices avec la grande batterie sera la plus prisée chez nous. Bon, évidemment, 5 déclinaisons de ce Highlander seront proposées. On compte évidemment en vendre énormément sur le marché du Québec où les électriques sont plus populaires. On compte également faire une chaude lutte à la compétition qui s'est installée avant. C'est très rare que Toyota est en réaction au succès de véhicules coréens, mais dans ce cas-ci, ce sera le cas. Et vous pouvez évidemment jeter un œil au véhicule pour constater qu'il y a plusieurs similitudes esthétiques avec les autres véhicules de la grande famille des véhicules Toyota qui sont électrifiés désormais. Je vous avoue que le 3/4 arrière me fait sérieusement penser au Jeep Wagoneer S qui a été lancé il y a 2 ans maintenant, en espérant bien sûr que le véhicule soit peut-être un peu plus fiable que le produit proposé du côté de chez Jeep, qui en quelque sorte pourrait être considéré comme un rival de ce produit-là, bien qu'on n'ait pas 3 rangées de sièges du côté de chez Jeep avec le Wagoneer S. Alors, un véhicule dont la taille est 40 mm plus longue que celui du Kia EV9, qui est évidemment le produit le plus vendu dans ce segment-là, celui qui a ouvert la voie essentiellement à ce segment de véhicules. Et évidemment, c'est un produit qui pourrait éventuellement se décliner en d'autres modèles du côté de chez Lexus. Qui sait, est-ce que Lexus voudra emboîter le pas aussi? Parce que dans le monde du luxe, il y a énormément d'offres pour des véhicules de cette taille-là, mais chez les marques généralistes, c'est un peu moins vrai et c'est pour cette raison que les Coréens tirent très bien leur épingle du jeu par les temps qui courent.
Maintenant, il faut parler évidemment de vitesse de charge. C'est le nerf de la guerre dans ce genre de produit-là, surtout avec des batteries dont la taille avoisine les 100 kWh. C'est important d'avoir une vitesse de charge qui est intéressante. Ici, ça sera 150 kW, l'équivalent de ce qu'on va avoir du côté du Toyota BZ ou BZ Woodland CHR également. Alors, on dit que dans les conditions idéales, évidemment, sur une borne de niveau 3, NACS, il faut le savoir, bien, ça prendra environ 40 minutes pour aller chercher de 10 à 80 de la charge. Et sur une borne de niveau 2 à la maison, prévoyez avec la grosse batterie environ 10 heures, 8 heures avec la batterie de 77 kWh. C'est ce qu'on peut anticiper pour ce genre de véhicule-là. Mais c'est un port NACS, alors ça ouvre la voie à ces superchargeurs Tesla, ou du moins à une partie du réseau Tesla, ce qui est un avantage pour ceux qui voyagent énormément avec leur véhicule. Il faut aussi savoir que selon la configuration, je le disais un peu plus tôt, on peut obtenir des configurations à 6 ou 7 passagers. Optez pour le modèle à roue motrice avant, c'est un 6 passagers uniquement. Les versions XLE seront livrées en 7 passagers. Et si vous passez au modèle Premium ou Limited, là, à ce moment-là, on revient avec des configurations à 6 passagers, c'est-à-dire avec des sièges capitaines à la seconde rangée, alors que sur les modèles XLE, vous aurez droit à des banquettes pleines. Avantage, évidemment, pour les familles. Et encore une fois, c'est un élément qui me laisse croire que plusieurs personnes pourraient choisir le modèle XLE à 4 roues motrices avec cette batterie de 95,8 kWh, le modèle qui a la meilleure autonomie, qui est le plus polyvalent forcément parce qu'on peut accueillir jusqu'à 7 occupants et qui est doté de roues de 19 pouces, plus raisonnables que les 22 pouces, bien que sur les versions Premium et les méthodes, on ait un équipement qui soit plus cossu. Les familles, à un certain moment donné, regardent leur budget également. Évidemment, on ne sait rien des prix de ce modèle-là, mais ça sera dévoilé à quelques semaines avant le lancement du véhicule qui est prévu pour l'automne. Alors, je suis installé à bord de la version Limited, qui est la plus luxueuse, qui risque de coûter environ 85 000 selon mon estimation. Ça devrait venir rivaliser directement avec un Hyundai Ioniq 9 Ultimate Calligraphy. C'est ce qu'on cible du moins avec ce produit-là. Très luxueux, très riche au niveau de la présentation intérieure. Évidemment, on est à la limite côté qualité graphique des écrans. C'est du pur Toyota. Alors, c'est peut-être pas aussi impressionnant que ce que vous allez retrouver du côté des constructeurs coréens, mais en matière d'aménagement, c'est fantastique. La présentation intérieure est magnifique. Honnêtement, il y a une attention aux détails que vous ne retrouverez certainement pas dans un Highlander qu'on commercialise en ce moment. Alors, on voit où Toyota se dirige en matière de présentation, de modernisme. On veut relever la barre au niveau de la présentation, nous faire croire essentiellement qu'on est dans un Lexus, mais vous aurez compris qu'à une facture d'environ 85 000 on ne s'attendrait pas à moins. Il y aura évidemment tous ces assistants de conduite semi-autonomes, les systèmes de sécurité qui seront intégrés, différents modes de conduite. Il faut également mentionner que si vous optez pour une version à roue motrice avant, c'est une puissance de seulement 221 chevaux. C'est essentiellement la motorisation que vous allez retrouver dans un CHR à roue motrice avant, alors que si vous optez pour un modèle, évidemment, à 4 roues motrices, là, la puissance passe à 338 chevaux. C'est moins que la compétition, mais à quel point avez-vous besoin d'autant de puissance dans un véhicule à vocation familiale? On sait déjà que ça va être très rapide. Et évidemment, si on se fie au BZ, qui est une véritable fusée avec une puissance équivalente, on peut s'attendre à un 0-100 km/h qui va osciller autour des 6 secondes avec ce véhicule-là, ce qui est tout à fait raisonnable. En fait, on n'a pas besoin d'autant de puissance dans un véhicule à vocation familiale, mais la technologie électrique fait en sorte qu'on en obtient souvent beaucoup plus que ce dont on en a besoin. Avec 511 km d'autonomie, c'est un véhicule qui n'aura pas de gros freins au niveau des familles. Évidemment que si vous optez pour cette version-là, l'autonomie va baisser. Je déconseille très sérieusement l'utilisation des roues de 22 pouces durant l'hiver et j'ai fort à parier qu'il y a certaines personnes qui voudront obtenir le Nec Plus Ultra en matière de luxe et de confort, mais qui pourraient décider, et ça serait logique, de remplacer les jantes de 22 pouces par des jantes de 19 ou 20 pouces afin de gagner en autonomie, également en confort. Évidemment, on ne l'a pas encore essayé, on aura la chance de le faire d'ici quelques mois et c'est à ce moment-là qu'on pourra constater si ce véhicule-là est capable de bien se comporter, considérant son poids qui risque d'être quand même assez élevé et la taille de ses roues qui sont quand même assez gigantesques.
gigantesque. C'est un véhicule très intéressant, clairement, pour le constructeur Toyota. C'est le premier constructeur japonais à nous offrir une telle formule. Alors, ça en dit long, évidemment, sur les intentions de Toyota en la matière. Et j'ai très hâte de voir si d'autres constructeurs, Nissan, Honda, Mazda peut-être même, répliqueront au succès de ce véhicule-là parce qu'on peut s'attendre à des ventes considérables. Et clairement, si j'étais dans les souliers de Kia ou de Hyundai, bien, je craindrais l'arrivée de ce véhicule-là. Il ne faut pas oublier que le nom Highlander résonne depuis maintenant plus de 20 ans du côté du constructeur Toyota. C'est un véhicule qui a fait sa marque, qui a une excellente réputation, qui a une très bonne valeur de revente également. Il faut d'ailleurs espérer que la fiabilité, que la qualité soient au rendez-vous parce qu'on ne voudrait certainement pas affecter négativement la réputation du Toyota Highlander qui s'est démarqué depuis encore une fois plus de 20 ans sur le marché. Alors je rappelle en terminant que ce Highlander 100% électrique remplace le modèle à essence ou hybride qu'on connaît actuellement sur le marché, alors que le Grand Highlander, lui, demeurera le véhicule de prédilection pour ceux qui veulent conserver une motorisation traditionnelle ou avec hybridation. Ça arrive à l'automne, on va dévoiler les prix d'ici peu et je pense que ça va connaître un très bon succès.